Bonjour tout le monde. Étant donné que j'ai encore trouvé les 3 films du jour sur YouTube en faisant mes recherches, je vous recommande d'aller les voir avant de regarder cette critique. Surtout vu le prix des DVD. Dans notre enfance, on a tous connu cette époque où plein de gens faisaient au quotidien plein de gestes sortis de séries, de films ou plus simplement de la star du moment. Pour ceux qui étaient un peu plus âgés que moi, c'était Long Life and Prosper. Pour ceux de ma génération, c'était mais ça brûle! Mince! Pour la génération d'après, je sais pas trop. Joule peut-être. Et puis il y avait moi, qui regardais cinéma de quartier parce que mes parents avaient Canal+. Et à l'époque, t'étais un bourge quand t'avais un abonnement à une chaîne privée. Oui, j'ai bien dit une. Et du coup, je me suis fait, grâce à Jean-Pierre Dionnet, l'ancêtre de tous les youtubeurs critiques de cinéma, une culture du cinéma bis pas piqué des hannetons. Et mon geste culte, c'était figé. Maintenant, c'est un témoin de Figéova. Vous l'aurez donc compris si vous êtes fan de cinéma asiatique ou de Durandal. Figé! Aujourd'hui, on s'attaque à une saga aussi culte que le cinéma lui-même, la saga Histoire de fantômes chinois! Et plus particulièrement le deuxième film. Qui dit Histoire de fantômes chinois 2 dit qu'il y a eu un premier opus, qu'on va résumer vite fait. Mais d'abord, un mot de notre sponsor. On suit dans la Chine antique Ling Choisin, un collecteur d'impôts. Ouh, ça commence bien. Faible et pleutre, mais plein de bon sens, il comprend que tout le monde veut le racketter puisqu'il transporte sur lui et sans escorte l'argent collecté par l'État. Donc le gars qui transporte l'or, vous l'envoyez seul, sans armes, à pied, sans moyen d'appeler des secours? Le responsable, vous me le virez direct. Même nos ministres à nous sont pas assez Suivi par des brigands, Ling Choisin se réfugie au temple de l'Orchidée pour y passer la nuit, pensant obtenir la protection des moines. En guise de moine, il se retrouvera sous la protection de Sangoku et Vegeta. Je vous jure que ce film est la meilleure adaptation live de Dragon Ball que j'ai jamais vue. Protection dont il aura sacrément besoin puisque le temple est hanté et que Ling est le type le plus candide du monde, et ne s'en rend même pas compte. Ah, Candide, nom masculin, blablabla, se dit d'une personne naïve. Synonyme, Benet, idiot, François Bayrou. Ce qui donnera lieu à des scènes complètement burlesques. Il fera la rencontre de Litsuti, une ravissante fantôme dont l'urne qui contient les cendres a été kidnappée. C'est l'urne qui a été kidnappée, par un démon pour lequel elle travaille comme rabatteuse en attirant des hommes à dévorer. Parce que, a priori, en Chine, si tu as l'urne d'un mort, tu as le contrôle de son âme, et surtout, tu l'empêches de se réincarner. Et oui, c'est bien de gigantesque langue. J'adore ce film. Tsuti va tomber éperdument amoureuse de Ling, et après de nombreuses péripéties, Tsuti est libérée et peut se réincarner. Donc, nos deux amoureux sont destinés à ne plus jamais se revoir. C'est encore plus beau que Roméo et Juliette. En plus, il y a des kamehameha partout. Alors que demande le peuple, honnêtement? Le film sera un immense succès international et aura donc non pas une, mais 2 suites.
car produite en même temps. La suite numéro 1 commence par un résumé du premier opus. C'est bon, on vient de le faire à ma sauce. Suivi d'un générique. Et si je m'attarde dessus, c'est qu'il est petit 1 carrément classe. Et petit 2 chanté par Jackie Chan. Ouais, ce Jackie Chan. On retrouve Ling Choi-sin qui est toujours collecteur d'impôts et qui va se faire arrêter par des chasseurs de primes. C'est quoi ça? Un portrait robot digne de ce nom. Jeté en prison et condamné à mort, il y fait la rencontre du vieux Tsu, qui a une évasion toute prête au cas où, mais qui reste en tôle pour écrire tranquillement ses bouquins. Alors, je sais pas lire ce qui est écrit sur la plaque qu'il a glissée dans le baluchon de Ling Choi-sin, mais je crois que ce vieux, c'est Kwang Tsu, qu'en Occident vous connaissez sous le nom de Confucius. Parce qu'a priori, Kwang Tsu ça doit être trop compliqué à dire. Sage, ministre, a fini sa vie en tôle, le destin de tous les ministres de France et de Navarre. En tout cas s'il y avait une justice. Fondateur du confucianisme, bref, pas la moitié d'un trou de balle le mec. Sorti de prison. Il y a même un cheval qui m'attend. Ce vieil homme est étonnant. Il a un pouvoir que je ne soupçonnais pas. Je lui rendrai au centuple. Il est toujours aussi candide. Mais c'est mon cheval! Et c'est mon cheval! J'ai même pas le temps de me laver les mains! Et le film est encore plus burlesque que le premier. Tu galopes ventre à terre, je ramperai sous la terre! Ouvre-toi! C'est sublime! À côté, Dragon Ball Evolution, c'est un navet. Entre-temps, automne. Le monsieur qui faisait caca. J'ai même pas le temps de me laver les mains! Mais aussi ça. Ouvre-toi! Rattrapling, qui est allé se réfugier dans la charmante et bien nommée Villa de la Vertu. Évidemment! Des fantômes sur toi! Je vais les chasser! Je vous ordonne de disparaître! Donc baston, burlesque, scénario, figé. Soyez polémique! Soyez figés! Et re-scénario donc, puisque Ling retrouve Tzu-Tsi, censée être en cours de réincarnation. Ce qui signifie qu'elle ne peut pas avoir cet âge-là. Vous suivez? Donc c'est pas elle, mais c'est la même actrice. C'est pas que c'est mal écrit, c'est une intention d'écriture. Reste à voir ce que les auteurs en feront. Mais vu le niveau des films, je pense qu'on peut leur faire confiance. Après quoi, ça fait scénario, complot politique, méga baston de ouf. Refigé. Nos chevaux sont figés et ne peuvent plus faire un seul mouvement. Remue-toi, sale bête! Allez! Alors, au risque de me répéter, super musique. Rebelle musique sur de belles images. Mille pattes géants. Je n'ai jamais eu à me battre contre un tel monstre! Comment faut-il s'y prendre? Lui transpercer le crâne! Ouais, alors ça c'est un peu la solution de facilité qui marche avec à peu près tout. Docteur, mon fils a mal à une dent. Eh ben, il faut lui transpercer le crâne. Monsieur, ma voiture elle est en panne. Eh ben, il a essayé de lui transpercer le crâne. Mon fils, il a des mauvaises notes. Écoutez, il faut lui transpercer le crâne. Vous noterez que j'ai dit à peu près tout. Bon, à partir de là, on peut quand même éventuellement se dire que pour vaincre un mille pattes... Faut lui transpercer le crâne! Eh bien non. Les myriapodes, comme tous les insectes, n'ont pas de système nerveux central, donc pas de cerveau. À la place, ils ont des chaînes ganglionnaires, et lui transpercer le crâne, ça va le piquer un peu, on va pas se mentir, mais il y a quand même peu de chances que ça le tue. Ça nous amène à la fin du film, il y a plein de héros qui meurent, c'est super triste, et je ne vous dis rien sur le destin de nos amoureux, mais on se doute que ça va pas être joyeux non plus. Le film sera encore un immense succès international, primé à Avoria et Fantasporto. Sandek, une obscure production hongkongaise primée dans des festoches internationaux, ça va quoi? Donc, troisième opus dans la foulée, qui raflera des prix, blablabla, tout ça. Troisième opus sur lequel je vais passer rapidement. 100 ans après le premier film, on suit deux moines qui reviennent au temple de l'Orchidée pour se battre contre Lan Lao, la grosse langue, qui est de retour.
On rencontrera Lotus, une fantôme qui tombera amoureuse de Petit Moine. Donc on reprend la même formule, amour impossible, histoire de démon, le tout bien renouvelé, avec de nouveaux personnages puisque ça se passe un siècle plus tard. Encore un très beau film avec des bastons épiques et une merveilleuse histoire d'amour. Il y a peut-être juste les fonds verts qui sont immondes. Peut-être. Mais j'adore quand même ce film. Ce sera d'ailleurs encore un immense succès international et une série animée verra le jour en 97 sous la direction de Tsui Hark s'il vous plaît. J'ai pas regardé parce que je suis pas du genre à traire la vache au point de la tuer, mais après tout, pourquoi pas, il est possible que ce soit bien. Au moins pour les gosses. Et Wilson Yip fera carrément un reboot en 2011. J'ai juste regardé la bande-annonce, direct je me suis dit regarde pas ça. Par contre, on voit bien que c'est très culte, au moins en Asie. Il y a même eu une parodie érotique qui est sortie, donc c'est très culte en Asie, tout du moins. Et maintenant, une petite analyse thématique. Le premier truc qui saute aux yeux si vous n'êtes pas habitué au cinéma ou à la littérature asiatique, c'est le héros. Le mec ne sert à rien, mais alors à rien du tout. Il ne prend aucune décision, ne fait jamais avancer l'histoire et a constamment besoin des autres. Même les figurants, et on connaît bien les figurants chinois qui parlent tous en synchro d'une seule et même voix. Cette ville-là est hantée. Hanté? Où est Brise? Dans la villa hantée. Même les figurants donc sont plus utiles que lui. Et ça va à l'encontre de toutes les règles d'écriture auxquelles on est habitué en Occident. Même le Candide de Voltaire prend des décisions. Systématiquement débiles, ok, mais il en prend quand même. Et ben en Asie, ça c'est un super classique. Si vous avez vu l'épisode 1 sur Maléfique, vous savez qu'en Occident, les protagonistes sont ceux qui prennent des décisions. Ici, Ling n'en prendra pratiquement aucune. Il subit complètement l'histoire, faisant en sorte que même les figurants soient plus utiles que lui. Donc ok, c'est déjà très original dans nos pays, mais si ça s'arrêtait là? Parce que notre héros est entouré de surhommes... Que le feu brûle ton âme! Et de surfemmes. Ouais, les femmes des films sont fortes. Les féministes vont être contentes. Surtout qu'on est loin des exagérations à la Marissou dont Disney nous inonde aujourd'hui. Ce qui va méchamment renforcer le côté je sers à rien de Ling tout en protestant contre le statut de la femme en Chine. Et le tout sans en faire des caisses. Autre point fascinant, il y a de l'humour, et pas qu'un peu. Et du bien potage pour le coup. On a vu le coup du caca. J'ai même pas le temps de me laver les mains! Hé, caca. Mais il y a aussi celui-là qu'il faut que je vous explique. Ling Choi-sin chante pour se donner du courage, et ça empêche Automne de dormir. Vous noterez qu'il ramasse sur sa poitrine un papier jaune, le déchire et se le roule en boule dans les oreilles. Il se trouve que ce papier jaune, c'est un charme de sommeil. Un papier magique que tu te poses sur le torse en récitant une prière et t'es censé passer une bonne nuit. Or, on a vu Automne faire... Par l'envoyé céleste! Ou encore... Boyer Polonie! Disparaître! Et j'en passe... Tourne, tourne, tourbillon! Et détruis cet horrible démon! Et juste ce petit charme à la con, ça marche pas. Les boules de feu, tout ce que tu veux, terre, ouvre-toi, ouais, mais ça, non. Et ben perso, ça me fait beaucoup rire. Fallait avoir la rêve culturelle, ok, mais bon, le public chinois il est là, et ben moi je trouve ça très drôle. Monsieur le moine, mon charme de sommeil il marche pas. Il faut lui transpercer le crâne. Autre point fort, l'écriture. Les 3 histoires d'amour des 3 films sont vraiment super belles. Et c'est un mec cis blanc hétéro quarantenaire qui vous dit ça. Dans les 3 films, le héros est complètement insensible au charme des femmes qui, en plus dans le premier et le troisième, sont des rabatteuses au service de la grosse langue qui dévore des hommes. Et du coup, je sais pas, moi je trouve ça classe que ces femmes tombent amoureuses de ces hommes au cœur pur. Ça se perd ça, hein. Je vais me mettre sur toi, ainsi les loups me mangeront en premier. Que tu es bon. Pur mais candide et inutile, hein. Faut pas en demander trop non plus. Les musiques de James Wong pour les 3 films sont juste sublimes. On notera entre autres le thème de Ling Choi-sin. Je te le répète, la prison est notre destin, petit. Le thème de l'aventure. Le thème de Litsutsi, juste magnifique.
Et mes petits chouchous, le thème du grand prêtre, et celui du chant maléfique. Chant maléfique! En termes de production, les 3 films originaux sont réalisés par Shin Siu-tong et produits par Tsui Hark. Le premier opus, sorti en 87 à Hong Kong, est une libre adaptation de L'Ombre enchanteresse de Lee Han-xiang, en compétition au Festival de Cannes en 1960, lui-même librement adapté de la nouvelle L'étui merveilleux du recueil de Tu Sangling Lao Tsai Ziyi. Et je suis pas très sûr de bien le prononcer. Donc, adaptation libre d'une adaptation libre, ça n'a évidemment plus rien à voir avec la nouvelle d'origine. Et le film aura coûté à peine 5,6 millions hongkongais, soit environ 700 000 $ US. Le film ayant fait le tour du monde avec ses 12 nominations et 3 récompenses aux Hong Kong Film Awards de 88, ainsi que le prix spécial du jury au Festival international du film fantastique d'Avoria la même année, franchement c'est la méga classe, 2 suites d'affilée verront le jour en 90 et 91, pour un budget largement plus impressionnant. Alors j'ai pas trouvé de détails sur le budget du 3, mais le 2 a coûté à peu près 26 millions de dollars hongkongais, soit un peu plus de 3 millions de dollars US. Ouais, le premier a dû sacrément leur rapporter. Et les récompenses en festoche seront encore au rendez-vous. Et je dois dire, après avoir vu les films, que c'est normal. Malgré des nuits américaines très cheapos, on a droit à des mouvements de caméra complètement hallucinants qui semblent bafouer les lois de la pesanteur. Ce qui nécessite de se payer du sacré matos, mine de rien. Également, les effets spéciaux sont excellents pour l'époque et pour le budget. C'est d'ailleurs pour ce film que Tsui Hark a créé, tel George Lucas pour Star Wars, son propre studio d'effets spéciaux, Cinefex Workshop. Mais le succès des histoires de fantômes chinois, c'est aussi le casting. L'ingénu héros est interprété par l'acteur et chanteur de pop cantonaise Leslie Cheung. Après la K-pop, la K-pop. Wuma, spécialiste des comédies horrifiques qui campe ici un maître yin haut en couleur, et qui d'ailleurs recommandera Joe Wong pour le rôle de Li Tzu-Tsi. Elle deviendra par la suite une actrice renommée, notamment pour sa grâce et sa beauté. Pour conclure, j'aimerais revenir sur les fins des films. Les 3 films offrent une fin qui n'a rien de joyeuse. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais à chaque fois, c'est méchamment beau. La saga Histoire de fantômes chinois est donc avant tout une saga comique, mais c'est en même temps une histoire d'amour pure et sincère. Le tout filmé et rythmé comme un film d'action. Et c'est un montage que j'ai retrouvé dans Tenet des frères Nolan. Un thriller dans lequel on te spoil l'intrigue en 5 minutes. Et les cuts incessants dans la fameuse scène au resto en disent long sur le montage version Kuleshov. Mais qui que c'est Kuleshov? L'effet Kuleshov est baptisé ainsi à cause d'un réalisateur russe des années 1920, bien poussé en avant par le parti d'après la Révolution de 17 pour répandre une bonne image de l'idéologie. Et vous savez quoi? Y a pas de mal vu le niveau du mec. Il a même été le prof d'Eisenstein. Kuleshov donc qui disait grosso modo, je vulgarise, le montage peut changer le sens qu'on veut donner à un film. Tu m'étonnes que ça a intéressé très vite les politiques. Bref, pour illustrer ça, je n'ai que 2 exemples à vous citer, Histoire de fantômes chinois 2 et Tenet, des frères Nolan. Le premier est un film comique avec une belle histoire d'amour, mais monté comme un film d'action et sans les épisodes flashback des DBZ. Le second est un thriller tellement monté comme un film d'action que même un dialogue calme au resto est surcuté pour donner l'impression que les personnages se répondent en moins d'un dixième de seconde. Alors j'ai pas aimé le film Tenet, c'est-à-dire le résultat, mais j'ai adoré l'exercice de style. Allez, citez-moi un film qui conceptualise autant son montage. Ah, pas beaucoup. Eh bien c'est ça la force de la saga Histoire de fantômes chinois, la force de son montage, qui, couplé à l'écriture, en fait une comédie romantique horrifique burlesque d'action, et il n'y a pas beaucoup de films qui peuvent se vanter de cumuler autant de genres d'une manière réussie. Et même le genre DBZ, parce que ce film, et je le maintiens, est le seul bon film qu'on ait jamais fait dans un univers qui ressemble de près ou de loin à DBZ. Donc allez les voir, vous ne le regretterez pas. En plus ça vous fera patienter jusqu'à la prochaine vidéo. À bientôt, si je puis dire. Et merci d'avoir regardé.